Monsieur Blanchet, bonsoir. Bien le bonsoir. Très émission. heureux d'être là. On est heureux de vous accueillir comme les autres chefs. Dans votre plateforme, le mot indépendance n'apparaît pas. Si vous n'en parlez pas, qui va en parler? Quelques petites choses là-dessus. Dans un premier temps, depuis la dernière élection fédérale, il n'y a pas eu de changement à l'Assemblée nationale du Québec. L'environnement dans lequel l'indépendance sera mise de l'avant par une démarche vers un référendum sur la souveraineté n'a pas du tout changé. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant 2 ans, de façon assez systématique, on a obtenu ou contribué à obtenir des gains pour le Québec. Aller chercher plus de pouvoir, protéger nos pouvoirs, affirmer qui nous sommes, mettre le français de l'avant, faire reconnaître la nation québécoise. Et tous ces éléments-là, mis ensemble, font en sorte qu'une nation ne peut que développer le goût d'un peu plus de ça, jusqu'au moment où, à un moment qui appartiendra aux Québécois. Ce n'est pas à moi de trancher sur le moment et ce n'est pas à Ottawa de trancher sur le moment, mais quand les Québécois vont sentir que ça devient le fun, on sera sur un bel élan. Mais n'est-ce pas la preuve que le fédéralisme fonctionne? Non, parce que le fédéralisme, c'est essayer tout le temps d'aller chercher des pouvoirs, essayer tout le temps de protéger des pouvoirs. La souveraineté, c'est avoir d'emblée l'entièreté des pouvoirs. Je pense, par contre, que l'aboutissement naturel du nationalisme, dans bien des cas, c'est en effet l'appropriation de tous les attributs de la souveraineté. En fondant le Bloc québécois en 1990, Lucien Bouchard avait claqué la porte du gouvernement Mulroney puis avait dit « ce pays-là, il ne marche pas, il faut le refaire ». Et à ce moment-là, il a développé ce front souverainiste à Ottawa. Et plusieurs, vous voyez, se demandent si vous n'avez pas développé un front caquiste à Ottawa. J'ai beaucoup de difficultés avec ça, non pas parce que je manque de sympathie pour un certain nombre de positions de la Coalition Avenir Québec, mais on a vu dans les derniers jours les demandes du gouvernement du Québec à Ottawa. Oui. Ça, c'est sorti bien après. Certaines des positions historiques du Bloc, d'ailleurs, qui sont antérieures à l'existence même de la Coalition Avenir Québec. Et la plupart des positions qu'on met de l'avant, c'est des positions qui sont appuyées sur des votes unanimes de l'Assemblée nationale. Donc, ça inclut Québec solidaire, le Parti québécois, le Parti libéral et bien sûr la Coalition Avenir Québec. Le fait que 2 formations politiques soient résolument nationalistes, décomplexées, tannées de se faire traiter de racistes, on a un certain nombre de choses en commun sur la vision économique du Québec, ne veut pas dire qu'un s'inspire de l'autre, veut dire qu'ils partent d'une place relativement comparable et s'en vont dans une même direction. La différence, c'est que nous, on veut aller au bout de l'exercice et qu'un jour, le Québec soit souverain. Alors, je reviens à ma première question. Si vous voulez aller au bout de l'exercice, mais que vous n'en parlez pas de ce bout d'exercice, c'est-à-dire l'indépendance, qui va en parler? Je vous dirai très humblement ceci. Dans la dernière année et demie, si je m'étais mis à parler d'indépendance une fois par semaine, vous auriez peut-être été parmi les premières à dire, M. Blanchet, est-ce que c'est vraiment le temps de parler d'indépendance en pleine pandémie? Donc, il y a eu une pandémie, ça n'a pas bougé à Québec. Je l'ai dit et je le répète, s'il n'y avait pas l'enjeu de la souveraineté du Québec, je ne serais pas là où je suis maintenant. Le premier ministre du Québec, François Legault, accuse le NPD, les libéraux, d'être trop centralisateurs. D'après vous, est-ce qu'il donne ici un petit coup de pouce aux conservateurs d'Erin O'Toole? Vous savez, il y a à peu près 3 semaines, un mois, quand M. Trudeau et M. Legault, par hasard presque habillés pareil, avaient annoncé l'entente sur les garderies. Oui. Là, on parlait d'une bromance, drôle de mot, entre M. Trudeau et M. Legault. Et là, il y a quelques jours, M. O'Toole a pris des positions, certaines des positions qui peuvent plaire aux Québécois. Et là, on était rendu dans une bromance entre M. O'Toole et M. Legault. Moi, j'ai siégé avec M. Legault il y a plusieurs années à l'Assemblée nationale du Québec. Je pense qu'on a des convergences d'idées, beaucoup plus que des convergences de romantisme. Et si les idées que l'Assemblée nationale du Québec porte et que le Bloc québécois porte vont dans une même direction, ça donne au Québec un poids très, très considérable à Ottawa. Et à bien des égards, c'est aussi ça, notre travail. En même temps, quand M. Legault accuse donc M. Trudeau et le Parti libéral et le NPD d'être trop centralisateurs, il semble dire que ce ne sont pas des bons amis pour le Québec. Ce serait qui le meilleur ami pour le Québec et pour vous, avec qui transiger à Ottawa? Bon, sans équivoque, le meilleur ami pour le Québec, c'est le Bloc québécois. Ah non, mais à part vous, là, que les Canadiens se choisissent le gouvernement qu'ils voudront. Les Québécois ont de nouveau, cette fois-ci, l'option d'éviter que ce soit un gouvernement majoritaire qui détruirait un nombre considérable des acquis des 2 dernières années. Tout le monde a reconnu l'influence, puis je ne nous revendique pas des mérites exclusifs, là, mais l'influence qu'on a eue sur la politique québécoise, sur la politique canadienne au bénéfice du Québec depuis 1 an et demi, 2 ans, des compromis qui n'auraient jamais existé sans la présence du Bloc québécois, il y a un risque important. Prenez l'exemple des glyphosates, parce qu'il vient facilement. Ils ont dit, écoutez, on va suspendre notre décision sur les glyphosates, mais jusqu'en 2022, si les libéraux sont majoritaires,
Bien le bonsoir, on va ramener la hausse des seuils de glyphosate. C'est gros comme un train, là. Mais en faisant toute votre liste de gains qui sont très nombreux là, dans votre programme, les agriculteurs, les fonds de retraite, l'assurance-emploi et tout ça, vous faites par le biais même un peu le bilan d'un gouvernement libéral minoritaire. Alors, je demande encore une fois, le meilleur ami pour vous, est-ce qu'un gouvernement minoritaire, conservateur, ça vous inspire? Moi, j'ai la prétention que qui que ce soit qui soit au gouvernement, si c'est un gouvernement minoritaire, on continuera à faire des gains pour le Québec. Et je dirais, il y a deux types de revendications, de mérites qu'on se donne. Il y a ceux de trucs qui viennent carrément de nous autres. La protection de l'aluminium, ça vient de nous autres. La protection sur les fonds de pension comme créanciers prioritaires, ça vient de nous autres. Il y a des choses qui viennent vraiment de nous autres. Et il y a des choses où on a été essentiels pour que les libéraux y arrivent. La loi de mise en œuvre de leur propre budget n'aurait pas été adoptée sans le soutien du Bloc. Le premier discours du trône n'aurait pas été adopté sans le soutien du Bloc. La loi C10, que malheureusement, le Sénat se permet de bloquer, n'aurait pas été adoptée, et non, même pas dans sa forme qui protège le français et la nouveauté, sans le rôle du Bloc. Fait que des fois, c'est en collaboration, parce qu'on est un parti qui dit encore, si c'est bon pour le Québec, on est pour, si c'est mauvais, on est contre, et on essaie d'améliorer ce qu'il y a sur la table pour que ça serve le Québec. Mais M. Blanchet, là, pour poursuivre sur cette lancée, qui serait meilleur pour les intérêts du Québec? Un gouvernement minoritaire rouge ou un gouvernement minoritaire bleu? J'aurais l'impression de m'ingérer dans les affaires canadiennes. Vous n'avez pas d'avis sur les programmes, sur les propositions? Moi, tant que c'est pour servir le Québec, je suis prêt à travailler avec n'importe qui. C'est sûr qu'il y en a... Bon, j'aurais de la misère avec ceux qui font un fonds de commerce de mépriser les Québécois, là. Mais outre ça, je pense qu'on a réussi à collaborer parfois avec les libéraux, puis qu'on réussirait à collaborer parfois avec les conservateurs. Je ne suis pas très sensible au chant des sirènes des conservateurs en matière de transfert en santé. 60 milliards, c'est sur 10 ans, c'est 6 de hausse par année. Et c'est ce que les premiers ministres ont déjà dénoncé en disant c'est pas assez. Donc, il faut aller au fond des vraies affaires. Enlever 6 milliards au Québec sur les garderies pour le donner à Musquat Falls, qui nuit expressément au Québec, c'est un problème. Refuser la transition énergétique, ça reste un problème. Être pro-choix dans un parti qui n'est pas pro-choix, c'est un problème. Dire aux médecins qu'ils ne seront pas obligés, c'est un problème. Être contre l'aide médicale à mourir, vous avez votre attirail contre les conservateurs pas mal. Là. Oh, mais je suis capable d'aller. Je suis capable d'aller sur les libéraux aussi. J'aime mieux faire des propositions. M. Legault vous a bien dit quand même aux Québécois, mais il y a deux partis centralisateurs. Regardez, écoutez bien ce qu'ils ont à dire, ces chefs, etc. Il a ouvert la voie, il a ouvert la porte, il a dit, il y a deux partis. Il y a vous, puis il y a les conservateurs. Donc, il est exact que les conservateurs, et ça, je le reconnais facilement, les conservateurs ont une approche moins centralisatrice que les libéraux et le NPD. Est-ce que ça veut dire que les conservateurs servirait mieux le Québec sur des éléments fondamentaux de l'économie ou de l'identité québécoise? Je n'y crois pas. Les conservateurs ne sont pas en faveur des transferts en santé demandés. Ils ne sont pas en faveur du transfert sur les garderies qui a été proposé. Ils ne sont pas en faveur de l'augmentation de l'aide aux aînés qu'on offre et qui reste absolument fondamentale. Ils ne sont pas en faveur de permettre au Québec de procéder à sa transition économique et énergétique parce qu'ils veulent continuer à soutenir le pétrole de l'Ouest. Donc, il reste des différences majeures entre l'original et la copie sur les éléments de programme du Bloc québécois. Bien, je suppose que les Québécois pourraient s'intéresser à l'original. Oui, il y a des choses en commun. Comme vous, ils sont en faveur du troisième lien. Ah, bien là, on y arrive. Permettez-moi de mentionner que M. O'Toole vient de dire que je ne l'étais pas. Il faudra s'entendre. Oui, mais là, je pose la question à vous. Je vous fais une citation très courte, très jolie. « Tous conviennent de l'urgence climatique. Puis, il faut être cohérent. L'environnement doit être le critère d'analyse de tous nos projets à partir de maintenant. » M. Blanchet, quel est le potentiel écologique du troisième lien? Je ne l'ai pas encore compris, celle-là. J'avais hâte. Je ne suis pas très, très surpris de la question. Je sens que vous avez hâte. Oui, j'avais très hâte. Écoutez, la décision, puis on va traverser ça d'un coup. La décision relève de Québec. Le rôle du fédéral est de transférer les sommes que demande Québec. Dans les demandes toutes récentes du premier ministre Legault, c'est transfert en bloc de toutes les sommes relatives aux infrastructures à Québec. Juridiction québécoise. Après ça, Québec est responsable des évaluations environnementales, il est responsable des consultations publiques, il est responsable d'obtenir l'acceptabilité sociale. Il est responsable de faire en sorte que le projet soit le plus écologique possible. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je redis ce soir? Ça se peut. Ça se peut. Le potentiel est là. Mais c'est à Québec de le faire. Mon travail est de protéger les juridictions de l'Assemblée nationale du Québec qui, à l'intérieur, aura ses désaccords puis chicaneront tant qu'ils voudront parce que c'est un peu normal. Mon travail n'est pas de m'ingérer, mais je sais que ça peut être fait de façon
passablement ou beaucoup plus écologique. Décision qui ne relèvera pas de moi. Vous continuez à dire, M. Blanchet, qu'il y a un potentiel écologique. Parce que pour des raisons économiques, sociales, qu'on veuille faire un tunnel, très bien. Mais de dire que c'est un potentiel écologique, est-ce que vous reconnaissez que vous êtes allé un pas trop loin et que c'était fort en café un peu? Je ne crois pas. Puis je vais vous donner d'autres exemples. Dans les jours qui ont suivi, j'étais à Port-Saguenay. Port-Saguenay a été l'objet d'un rapport de Pêche et Océan Canada qui dit qu'il ne faut pas qu'il y ait un bateau de plus qui passe sur le Saguenay, condamnant le Saguenay-Lac-Saint-Jean à plus de développement économique. Terminé, la principale voie pour sortir, c'est ça pour l'instant. Tellement que la mairesse de Saguenay disait, il y a des entreprises qui nous disent, on va s'en aller ailleurs. Quand j'étais ministre de l'Environnement à l'époque, quoi qu'en dise M. Guilbeault, je disais ce que je dis encore aujourd'hui. On ne doit pas opposer le développement et l'environnement, on doit concilier le développement et l'environnement. Et dans le contexte actuel, les dizaines de milliards qu'on coule dans le pétrole de l'Ouest doivent être investis dans un énorme chantier de transition écologique, de transition économique, qui va créer plus de richesses, qui va ouvrir des marchés par l'innovation, plutôt que d'être ceux qui traînent la patte au niveau environnemental en continuant à soutenir, en disant le contraire, le pétrole de l'Ouest. Je suis content que vous disiez ça, parce que ça m'amène à l'autre question, M. Blanchet. On a l'impression, vous avez parlé de votre passage comme ministre de l'Environnement. Quand c'est au Québec, on dirait que ça pollue moins. Cimenterie McGuinness, forage anticosti, vous dites, on va y voir s'il y a du pétrole. GNL, vous dites, on va attendre le BAP, mais je ne suis pas contre, mais on va attendre le BAP. Quand c'est à l'extérieur du Québec, c'est le pétrole sale. Puis quand c'est au Québec, les projets pas verts, ils sont acceptables. J'adore tellement les questions. D'abord, Anticosti. Anticosti, la décision d'y aller n'était pas la mienne. Mon travail était d'être le protecteur là-dedans. Et j'avais dit à l'époque, je serai dans les bottes des compagnies pour que ce soit fait le mieux possible. J'ai toujours été convaincu, comme je l'ai dit de nombreuses fois depuis, que ça ne pouvait pas être rentable, que la restauration environnementale par la suite n'était pas possible. Et comme de fait, il ne s'est jamais rien passé avec ça. Mon travail ne me donnait pas le pouvoir de dire à la première ministre, vous n'irez pas là, mais il me donnait une certaine autorité morale pour essayer de mettre des paramètres, de la protection. Dans le dossier de Port-Daniel, il y a 3 semaines, un mois, j'étais au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis allé voir une entreprise qui a développé du charbon biologique, du biocharbon. Le biocharbon est carboneutre. Mon entente avec McInnes à l'époque, toute la partie, on n'a pas respecté notre parole, on a demandé des centaines de millions, ça n'a rien à voir avec moi, là. Mais la partie environnementale, j'ai négocié une entente pour que 40 de la production énergétique vienne de biomasse forestière résiduelle locale, ce qui en aurait fait, s'ils avaient respecté leur parole, la cimenterie qu'on continue à utiliser, la plus écologique au monde. Quoi qu'en dise M. Guilbeault, dont le score environnemental n'est pas très impressionnant non plus. Vous ne m'avez pas répondu sur GNL. Si ce même projet-là avait été dans l'Ouest, vous auriez eu les mêmes réponses en disant « On va attendre le BAP, on ne peut pas être contre dès le début ». C'est le 2 poids, 2 mesures que j'essaie de... Je vous invite, humblement, à consulter les bulletins de nouvelles d'il y a quelques semaines où j'ai dit GNL n'a jamais eu l'acceptabilité sociale, GNL n'a jamais eu le financement, GNL n'a jamais eu de clients, c'est vrai depuis le début. Et j'avais dit à ce moment-là, c'est terminé. Avant même que ce soit tiré la plug là-dessus, j'avais dit, c'est terminé, GNL. Les gens se sont fait mener en bateau. La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean a droit à un autre type de développement économique beaucoup plus porteur et durable. 30 secondes, M. Blanchet. Pénurie de main-d'œuvre. Vous voyagez au Québec, vous êtes en campagne, les gens doivent vous parler de ça, les commerçants, les restaurants, tout le monde, tout le temps. On fait quoi? Plus d'immigrants? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs solutions possibles au problème de la pénurie de main-d'œuvre, dont, je dis exactement comme vous, partout. Nos propositions sont déjà sorties à cet égard-là, d'ailleurs. Il y a plusieurs pistes de solutions. D'abord, la PCRE était un remède à un mal qui, à bien des égards, n'existe plus. C'est-à-dire que ça servait à donner un pouvoir d'achat nécessaire à des gens qui ne pouvaient pas faire le travail qu'ils avaient auparavant. À partir du moment où tout ce monde-là peut retourner au travail, la PCRE n'est plus une mesure nécessaire, sauf en culture où c'est très, très long revenir au travail. C'est une position que je défends. Je ne demande pas l'abolition, je demande la suspension parce qu'une 4e vague pourrait demander qu'on réactive le programme. Les incitatifs à garder les jeunes retraités sur le marché du travail plus longtemps, c'est important. Il faut travailler sur les incitatifs fiscaux, maintenir les sommes jusqu'auxquelles tu ne perds pas ton supplément de revenu garanti. Le temps est fini là-dessus. L'immigration, plus ou moins, est-ce que vous croyez que c'est une Je n'ai pas peur du nombre d'immigrants. Je n'ai jamais eu peur du nombre d'immigrants qu'on accueille. Le nombre d'immigrants qu'on accueille est tributaire de notre capacité et de nos efforts pour les intégrer. Et notre première responsabilité, c'est de leur donner le principal outil pour s'intégrer, la maîtrise du français.
Vous parliez de la 4e vague. On voit que le Québec impose la vaccination obligatoire aux travailleurs de la santé. Le gouvernement fédéral, lui, veut l'imposer aux fonctionnaires fédéraux, cette vaccination obligatoire. Pourquoi vous vous opposez à ça? Est-ce qu'on n'est pas rendu là? Ma première dénonciation là-dessus était due au fait que M. Trudeau voulait escamoter sa décision d'élection précipitée derrière un coup d'éclat qui était de dire on va obliger la vaccination de tous les travailleurs fédéraux. Ce faisant, d'emblée, il rentrait dans la juridiction du Québec et de toutes les provinces parce que la santé publique est une juridiction des provinces et du Québec. Ensuite de ça, ses propres fonctionnaires supérieurs avaient dit il y en a qui ne voudront pas, il y en a qui ne pourront pas. L'alternative, c'est le test à l'entrée. Il y avait des manières de le faire qui correspondaient aux recommandations de l'appareil public fédéral, mais M. Trudeau voulait un coup d'éclat de démarrage sur lequel il insiste beaucoup moins. Il vous a dit tout à l'heure, mais au moins dans les transports, on va le maintenir, mais il insiste plus beaucoup sur la fonction publique. Qu'est-ce que Québec a fait dans sa juridiction? Il a dit, au moins, dans le système de santé, on va essayer de s'en tenir à ça. On verra plus tard, mais dans le système de santé, c'est la moindre des choses. Et en mon âme et conscience, je suis obligé de dire que c'est très raisonnable que les gens du système de santé soient vaccinés. Donc, vous dites, vous n'avez pas aimé la manière dont ça a été fait, mais vous n'êtes pas contre la vaccination obligatoire? Je ne suis pas favorable, et ça, c'est un peu une incertitude récente des choix de M. Trudeau. Il y a des gens qui craignent la vaccination. À tort, à mon avis, sans l'ombre d'un doute. Il faut les informer. Le mot « éduquer » me semble un peu condescendant, mais il faut les informer. Il y en a qui vont continuer à être réfractaires à ça. Mais la bonne manière de le faire, c'est pas de dire « vous êtes des fâchés », c'est pas de dire « je ne reculerai jamais », puis c'était pas de commencer la campagne électorale en disant « je vais tout vous obliger ». Il y a une façon, quand tu es chef d'État, avec la responsabilité d'être rassembleur, d'avoir une approche plus pédagogique qu'une approche de... encore une fois, de coup d'éclat pour rallier un électorat. Ça vous rapproche Il faut aller plus loin que ça. de M. O'Toole, cette position. Mais est-ce que vous avez l'impression que ça peut braquer les gens? Est-ce que ça peut être une cause qui braque, en fait, les gens qui sont encore hésitants ou qui sont récalcitrants? L'obligation. C'est ce que je crains. C'est ce que je crains. Cela dit que je ne me rapproche pas de la position de M. O'Toole, mais on a eu des votes avec les conservateurs à de nombreuses reprises, puis des fois, c'était à notre initiative, puis des fois, c'était à la leur. C'est le charme d'un Parlement minoritaire. Tu y vas avec les formations politiques et tu réussis à construire des consensus, comme on l'a vu au début du mandat, avant que ça devienne plus partisan vers la fin du mandat. Les libéraux eux-mêmes, dans une chose que j'ai découverte cette semaine, avaient reconnu la contribution du Bloc québécois au programme de début de pandémie. Il avait même fait une liste de ça, puis il disait « on est ouvert à vos recommandations ». On a dû être pas si pire. Est-ce que vous seriez en faveur de sanctions contre les fonctionnaires fédéraux qui refuseraient maintenant la vaccination? C'est dans l'ordre que je trouve que c'est délicat. Encore une fois, j'ai pas l'impression que de dire « je vais vous sanctionner pour quelque chose d'impossible », parce que ses propres fonctionnaires à M. Trudeau disent « écoutez, c'est pas ça qu'on recommande. On sait qu'il y a des gens qui peuvent pas, on sait qu'il y a des gens qui veulent pas, on sait qu'il y a des alternatives possibles pour arriver là. » Et au détriment des recommandations de ses propres experts, M. Trudeau en rajoute une couche en disant « je vais vous sanctionner », alors qu'il ne sait même pas comment il pourrait procéder. Le chef libéral, Justin Trudeau, il promet aussi des milliards en santé pour les CHSLD, mais il veut imposer des normes nationales. Vous êtes contre, mais il y a quand même des gens, M. Blanchet, qui doivent se dire, après avoir vu toute l'hécatombe dans ces maisons pour aînés, pendant la première vague, la deuxième vague, qui doivent se dire que peut-être que ce n'est pas une si mauvaise idée que ça d'avoir des normes nationales. Est-ce que c'est si difficile que ça? Est-ce que c'est si inacceptable que ça? On a des normes nationales. Ce sont celles de la nation québécoise dans notre système de santé. La santé est une juridiction du Québec. Tout le monde tombe un peu dans le piège. Le NPD est totalement pour centraliser vers Ottawa. C'est une pression irrésistible de M. Trudeau. Même M. O'Toole, tout à l'heure, disait « Moi, je transfère sans condition, mais j'ai une enveloppe que je réserve puis j'oblige que ce soit pour la santé mentale. » Alors que si tu mets de l'argent en santé, tu envoies l'argent à Québec. Québec a la compétence constitutionnelle, la compétence terrain de gérer le système de santé. C'est forcément l'approche la plus efficace, l'approche la plus rapide, envoyer l'argent aux gens qui ont la responsabilité et la capacité de mettre en œuvre les politiques. Et je ne vois pas en quoi des normes fédérales seraient supérieures, meilleures, de quelque façon que ce soit, à des normes québécoises. Je ne connais rien qu'un Canadien soit capable de faire et qu'un Québécois soit incapable de faire. Pourquoi faut-il croire candidement que parce que ça viendrait du Canada, ce serait meilleur que ce qui vient du Québec?
Monsieur Blanchet, les Autochtones, vous proposez l'abolition de la loi sur les Indiens. Monsieur Trudeau nous disait aussi tout à l'heure vouloir l'abolir éventuellement. Cela dit, est-ce que cette abolition ne vient pas en contrepartie d'une chose importante qui doit vous toucher de très près, c'est la concession de territoire? Le territoire québécois est sacré. Est-ce que, pour vous, si on abolit la loi sur les Indiens, ça vient effectivement avec des territoires concédés? Au Canada comme au Québec, nous avons l'obligation, en regard de l'histoire et de nos comportements à l'endroit des Premières Nations, d'admettre le fait que nous coexistons sur des mêmes territoires. Les territoires revendiqués sur des bases traditionnelles par les Premières Nations ne sont pas des territoires où ils disent « on veut que les Blancs s'en aillent ». C'est pas ça leur rhétorique, c'est pas ça leur volonté. Alors allons-y dans la séquence. Le Canada dit « on adhère à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones ». Ça vient avec des conséquences législatives nécessaires qui ne sont pas complétées pour l'instant. Ça, nous, on est là. Après ça, il y a un processus. Et là, je suis assez d'accord avec l'affirmation à l'effet que ça se fait progressivement. Mais progressivement ne veut pas toujours dire lentement, bien lentement ou bien lentement. Il est exact aussi que ça se fait de nation à nation, donc une nation à la fois. Ça peut être plusieurs en parallèle. On n'est pas obligé de dire « toi, tu es le numéro 43 ». On peut procéder. Il y a peut-être des nations qui vont vouloir travailler de façon concertée, avoir une voix plus forte à la table. Tout ça est tout à fait admissible. Mais il faut d'une part que la volonté soit claire, puis il faut enlever l'ingrédient paternaliste. Quand est arrivée la situation où on a révélé publiquement, parce que, comme il l'a dit lui-même, le premier ministre le savait déjà, qu'il y avait des sites où étaient, cachés, enfouis depuis tellement longtemps, les restes de jeunes enfants autochtones, notre position a été de dire aux nations autochtones, dites-nous ce que vous voulez, nous allons le déposer à la Chambre des communes, on l'a fait adopter de façon unanime. Et il s'agissait de faire tout sauf dicter avec une espèce de prétention de supériorité. Voici comment vous allez procéder. Mais ils n'ont pas pu résister. On va mettre de l'argent là-dedans, puis on va vous dire de faire ça comme ça. Il appartient à chacune des communautés autochtones de faire ces recherches-là, et beaucoup ne veulent pas les faire, ces recherches-là. Ils veulent vivre leur deuil d'une façon différente. Il faut respecter ces différences-là. Est-ce que le territoire québécois doit rester tel quel? Est-ce que s'il y avait des négociations avec des communautés autochtones, vous pourriez accepter que l'on cède des territoires en contrepartie de l'abolition de la loi sur les Indiens? Personne ne parle de ça. Personne ne parle de ça. Ça n'existe pas. Le Canada n'a pas à céder des territoires. Ce n'est pas des partitions territoriales. C'est la coexistence de nations qui sont ici depuis parfois des dizaines de milliers d'années et des colonisateurs européens et de toute l'immigration qui est venue par la suite, qui coexistent sur un même territoire. Quels seront les droits différenciés accordés aux uns et aux autres dans cette coexistence-là? Tout l'enjeu est là, mais il n'y a pas d'enjeu de partition. Ça n'existe pas. Ce n'est dans la rhétorique de personne. Je rencontre des nations autochtones partout sur le territoire. Il n'y en a jamais une qui m'a parlé de ça. Ça n'existe pas dans leur vision des choses. M. Blanchet, vous souhaitez un gouvernement minoritaire. La dernière fois, en octobre 2020, une de vos conditions pour appuyer le gouvernement, c'était que sur le fameux transfert, la facture de la santé, 35 que le fédéral paye 35 de la facture en santé. Est-ce que la prochaine fois, ça sera la même chose, qu'il soit bleu ou rouge, peu importe, vous avez dit que vous n'avez pas de préférence, est-ce que ça sera votre condition dure comme fer? D'une part, je me permets de prendre l'occasion pour rappeler que la demande de toutes les provinces et du Québec, c'est 35 des coûts du système de santé, plus une hausse de 6 par année. Effectivement. Ce que personne ne propose, et c'est pourtant la demande ni très M. claire. Trudeau, ni M. O'Toole proposent le 28 Je vous dirais une chose et son contraire. D'une part, je ne présume pas de la composition du prochain Parlement, mais la tentation d'en faire une condition va être très, très forte. Va être très, très, très fort. Parce que ça fait tellement longtemps que c'est demandé, tout le monde tergiverse. Les gens s'imaginent que parce qu'on dit les mots « transfert en santé », on va apaiser les demandes du gouvernement québécois, alors qu'elle est précise, elle est chiffrée, puis c'est pas une patente entre gouvernements, c'est des listes d'attente en chirurgie, c'est des soins pour les gens en longue durée. Même ça veut dire des élections dans 3 mois, M. Blanchet. Même ça veut dire des élections dans 3 mois. Ça obligera le gouvernement à négocier comme on l'a fait pendant 2 ans, puis on aurait pu le faire pendant 4 ans, parce qu'on faisait des gains, on respectait la volonté des Québécois, on respectait la volonté des Canadiens, on a amélioré un grand nombre de choses. Une des pires affaires qui puisse arriver, c'est un gouvernement majoritaire, parce que dans le contexte actuel, majorité a l'air de correspondre à une forme d'arrogance de l'État central. Un gouvernement majoritaire, qu'il soit bleu ou rouge, comme Patrice tentait de vous faire dire tout à l'heure. Cela dit, je reviens quand même à cette idée qu'un vote pour le Bloc
ça pourrait aussi être un vote qui favoriserait le passage d'un gouvernement conservateur. Donc, le vote pour le Bloc n'est pas toujours utile pour certains. Écoutez, la multiplication des épouvantails en campagne électorale, c'est une pratique bien connue. Donc, bien sûr, on dit parfois, si tu votes pour les libéraux, tu fais passer les conservateurs. C'est le vote stratégique. Si tu votes pour les... Mais oui. moi, je dis aux gens, votez pour ce que vous voulez. Votez pour ceux qui disent ce que vous avez envie d'entendre. Votez selon votre âme, selon votre cœur, selon vos convictions, selon votre analyse de la réalité. Moi, pour ma part, que ce soit libéral ou conservateur, si c'est minoritaire, je pense qu'on va tirer notre épingle du jeu. Yves-François Blanchet, merci beaucoup. Bonne fin de campagne à vous aussi. Merci infiniment. Merci M. beaucoup. Blanchet. Bonne fin de campagne à vous. Au plaisir. Oui.